Oscar Arturo Palencia. Estoy pensando en vos mientras mastico rabiosamente un pan con maldiciones profundas. Con razón y sin razones saco todo el dolor y me lo explico. Niego tu muerte, pero reivindico tu vida, tu pasión y tus acciones. Clamo y reclamo las resurrecciones y por 90.000 te multiplico. Qué ganas de llamarte por tu apodo absurdamente y a pesar de todo esperar que vengas y poder verte y compartir con vos esta comida con la que también lucho por la vida sin tragarme el bocado de tu muerte. À ce qu'il reste des armées du premier soleil, vous êtes peut-être des dieux vaincus, ou encore la graine de Dieu qui vont naître, ou seulement des hommes en train de souffrir. Vous marcherez, marcherez, jusqu'à être envahis par l'extase de la marche antérieure à celle de la danse. La fugue du rythme élémentaire 1 et 2. Un corps devant, un regard de ténèbres, la quiétude antérieure à la volonté unitaire du Verbe. Vous demanderez, sommes-nous bien nous-mêmes? Grands et petits sont un même tourbillon. À ce qu'il reste des armées du second soleil, les tempêtes ne sont que l'ensemble de nos possibilités. De chacune d'elles naît le jour, et du jour naissent la reptation et le vol, lesquels font naître à leur tour les plumes, les tigres et le sang. Avec le sang commence la douleur. Vous saurez que vous êtes, mais vous ne saurez pas que l'étoile est belle. Vous saurez qu'elle luit, comme votre existence. Les dieux ne sont pas des êtres supérieurs opposés à l'homme. Ils sont les plus hautes valeurs que l'homme peut lui-même atteindre. Entrez dans la connaissance du deux intérieur et engagez la lutte entre la matière et l'esprit. Nous devons compléter un ordre et une action à l'intérieur du thème infini de la création. Chaque armée est groupée autour de l'enjeu. C'est d'une guerre qu'il s'agit, peut-être la plus longue. Le Chilam Balam en situe le début en décembre 1523. Elle se continue encore au moment où nous faisons ce film. C'est de l'histoire de Manuel José Arce, un des correspondants de cette guerre dont il est question. Général Manuel José Arce, premier président de la République, aujourd'hui émietté en Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras de Centramérique. Origine conquistador, et plus encore basque. Tous les Arcés de Centramérique respirent en basque, ne rêvent qu'en basque et ne s'unissent qu'en basque, l'aristocrate créole type. Ses ennemis du consul fédéral disent « Partout où il va, il y a incendie ». Mais aujourd'hui, le général à l'état de tableau, en haut d'un HLM marseillais, il n'exagère plus. L'incendie n'est pas loin. Et
son arrière-petit-fils Manuel José comme lui, journaliste, écrivain, poète, dramaturge, membre de l'Académie royale espagnole, est là pour en témoigner. Ce morceau de ferraille, c'est aussi un morceau d'histoire. C'est une Winchester 38-40. C'est l'arme qui a décidé le triomphe des libéraux dans la révolution de 1871. Après, cette même fusil, il a lutté contre la dictature libérale de Manuel Estrada Cabrera en 1920. Manuel Estrada Cabrera, monsieur le président, d'après les romans d'Asturias, qui est resté 22 ans à la présidence. Après, il est parti lutter contre l'intervention américaine à Nicaragua, dans la guérilla sandiniste. Il est revenu au Guatemala, il a disparu quelques balles, il a tiré quelques balles dans la révolution démocratique de 1944. Et après, je crois... Aux armes, il faut ajouter à partir de Manuel José, celui d'aujourd'hui, les statuettes indiennes et les livres. Son départ précipité du Guatemala ne leur ont point permis de partir avec lui. Mais ils l'ont quand même rejoint dans son exil à Mirabeau d'abord, Marseille ensuite et maintenant Albi. À la Bourse des Étoiles qui veille sur les écrits des poètes, on dit que depuis son exil, Manuel José est devenu le poète du génocide guatémaltèque. Mais il y a un élément dont ces étoiles ne tiennent pas toujours compte, c'est que Manuel José a commencé très jeune sur les voies de l'exil. D'abord, j'étais toujours exilé. On dit que tous nous sommes des exiliés depuis que l'on quitte le cloître maternel. Bref, mon père a dû quitter le Guatemala en 1938. Je suis parti avec lui en exil quand j'avais 3 ans. J'ai grandi au Salvador. Autant qu'étranger, j'étais toujours appelé le Chapín, le Guatémaltèque, par les Salvadoriens. Dans mon adolescence, je suis revenu dans ces pays que je rêvais dans mes souvenirs. Avertissement pour ceux du 3e soleil. Nous serons seuls au milieu de la terre. Nous serons seuls. À l'intérieur de cette solitude, penser, souffrir et aimer sont une même chose. Les raisons d'un exil sont-elles découpées par la marche du monde avant que l'exilé lui-même ne leur donne route? La rupture existe-t-elle avant la séparation? Les poèmes de Manuel José Arce étaient-ils déjà contenus dans ses articles, ses reportages, ses spectacles? L'exode massif des républicains, la répression franquiste a failli donner à l'exil une nationalité. L'espagnol en était la langue. Après 39 ans, cet exil en a sécrété un autre, celui du retour. L'écrivain d'au-delà des Pyrénées ne reconnaît plus ce qu'il a laissé, idéalisé, et l'exil recommence. Pour la langue espagnole d'Amérique, il aurait pu être un voyage d'études, plus ou moins rituel, un restant de la migration qui poussait autrefois tout habitant de la patria chica à faire le voyage dans la patria grande. Et l'abondance des dictatures a créé un mouvement que les exécutions sommaires et la torture alimentent de tous ceux qui cherchent à y échapper. C'est le cas de Manuel José Arce. Comment cet aristocrate créole, peut-être le journaliste le plus brillant de la presse guatémaltèque, systématiquement reconnu par les jurys littéraires, il cumule plus de 10 prix, 2 fois directeur de journal, 2 fois rédacteur en chef, auteur d'épigrammes érotiques et de paroles allusives à l'acte d'amour, a-t-il pu devenir non seulement le porte-parole de tout un peuple, mais le poète de son génocide? Voici ma famille. Le père de ma mère, un oncle de mon père, un cousin de mon père, un autre oncle de mon père, tous des créoles, se sont unis à la classe ouvrière pour déloger la dictature d'Estrada Cabrera. Peut-être pas en creusant l'histoire de sa famille créole. Certes, ces articles ont toujours été scellés avec le plus grand courage. Étant donné l'état de tragédie permanente dans lequel vit le Guatemala depuis la conquête, on s'étonne encore aujourd'hui du ton vigoureux de certains et de leur parution d'autant plus qu'il leur arrivait d'être souvent suivis par l'annonce de sa condamnation à mort de la part des militaires. Ce sont des découpages de ma colonne au diario El Gráfico de Guatemala, diario d'un escribiente. C'était ma rubrique, ça veut dire journal d'un écribouillard. C'était une rubrique quotidienne que j'ai publiée
Et depuis 1969, à peu près, sont plus de 3000 articles que j'arrêtais de publier il y a quelque temps, car elle n'arrivait pas au journal. Elle était arrêtée toujours dans la censure militaire du courrier du Guatemala. Mais pour ceux qui l'ont connu à l'époque, son image entrait beaucoup plus dans celle d'une réussite à l'occidentale que dans celle d'un militant. Lorsque je venais te voir dans tes bureaux du Graphico, tu étais à l'époque un brillant journaliste, quelque peu mondain, disons très disert, avec une voiture quelque peu extravagante dans les rues de Guatemala Ciudad. Je pense que tu te rappelles de Bubulina. Un événement a pratiqué la mutation alchimique. Parmi les titres d'Arcé, il y a celui de vice-maire de Guatemala Ciudad, à une époque où un fin lettré et personnage d'une grande droiture morale, Manuel Colón Argueta était maire. L'armée l'exécuta en pleine rue. Pour assassiner Manuel Colón Argueta, ils ont participé 30 voitures et un hélicoptère. Après cette mort, il ne lui resta pas grand choix. Entre otros muchos, hay dos tipos de materia gris, el plomo y el cerebro. Quienes están en contra del segundo emplean el primero, pero es batalla perdida. El cerebro es el culpable de que la humanidad esté sobre la zoología, camine hacia las estrellas, ame la justicia y busque infatigablemente la felicidad de todos. Nadie puede prohibir el pensamiento. La inteligencia no muere. Hoy, 22 de marzo de 1980, se cumple un año del asesinato de Manuel Colón Argueta. Il partit. Effectivement, j'avais fait sortir un conteneur avec quelques 6000 livres, 6000 bouquins et quelques originaux de mes articles, de mes poèmes, de mes textes. J'attendais la venue de ce conteneur en France. Ça ne venait pas à mon nom, ça venait au nom d'un ami. Et alors, tout en arrivant à Mirabeau, j'avais pensé acheter une petite baraque de ruines pour le retaper. Mais la couple que j'avais formée avec une copine française depuis quelques 4 ans, c'est fini. J'ai trouvé un bon camarade à Mirabeau. C'était Marcel Champlois, le garagiste du village. Tout de suite, il m'a donné du travail dans son atelier. Et là, on a commencé à faire de différents jobs, de différents métiers pour gagner la vie. Un bon jour, voilà le bateau qui arrive avec le conteneur, avec cette partie de ma bibliothèque. Les livres, le conteneur fait en bois d'acajou venu de la forêt du Petén de Guatemala, mes vieilles armes, mes souvenirs. Et on a fait venir les gros conteneurs au petit village, à Mirabeau. C'était l'événement pour ce petit village-là. Tous les amis sont venus m'aider à les descendre, sortir les paquets. L'épicier du coin, la propriétaire du bistrot, Marcel Champlois, le garagiste. Tout le monde était en train de m'aider. C'était plus possible de vivre à Mirabeau. Il n'y avait pas de travail dans les alentours. Et pour survivre, il fallait chercher un milieu plus élargi. Donc je suis venu à Marseille. La seule façon de venir et de vivre à Marseille dans cet instant-là, c'était de rentrer dans une école. Et je suis rentré dans l'école de la Croix-Rouge, une école d'alphabétisation pour des travailleurs immigrés. Là, j'ai dû réapprendre à écrire, à lire,
à faire des additions, des restes, multiplication, division, etc., avec des travailleurs immigrés profondément ancrés dans la classe ouvrière. C'était comme venir de nouveau au monde. Dante Alighieri, c'est le grand exilé, grave, sarcastique, amer, ne doutant pas de sa supériorité d'en bas et de son investiture d'en haut. Mais ses contemporains le voyaient mélancolique et pensif. Siccome sa di sale il pane altrui, il montare, il scender per altre scalle. Pour Arcé, sa façon de marcher un peu courbée, c'est au métis et à l'Indien qu'il a emporté avec lui qu'il le doit. Arcé n'est jamais seul. À chaque instant, le métis et l'Indien parlent pour lui et en lui. Me hace recordar la primera conferencia de prensa que di en Guatemala después de la masacre de la Embajada de España el 31 de enero de 1980. Le gouvernement de Arbenz a fait les codes de travail parce qu'avant 1940, n'existait pas de loi qui régissait le rapport entre capital et travail au Guatemala. Yo me llamo Domingo Hernández Ixcoy, soy campesino indígena maya quiché. Il a établi aussi la sécurité sociale. Mis padres viven en el campo, en una aldea de Chacbal de Santa Cruz del Quiché. Desde mi niñez, pues empecé a sufrir la situación de mi país, ya que 4 de mis hermanos murieron de pura desnutrición. Il y a eu les droits, comme je vous disais, les droits aux élections pour tous les Guatémaltèques, même les analphabètes et les femmes. A la edad de 8 años, mis padres me mandaron a una pequeña escuela de la población donde estudié 2 años. A la edad de 10 años, como todo niño pobre de Guatemala, tenía que empezar a trabajar. Il a permis un jeu politique au niveau des partis. Salir de mi casa, dejar a mis padres y bajar a la ciudad capital. Para mí todo fue un mundo nuevo, principalmente la separación de padre a hijo, ya que nosotros hemos tenido una vida comunitaria, principalmente en las aldeas. Muchos de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, viven junto con sus padres aunque ya estén casados. En algunas casas viven hasta 10, 15 personas. Casi se vive como una fiesta, pero yo tuve que salir fuera de la familia para poder trabajar y para poder ayudar a mis padres. Le gouvernement de Arbenz a fait le décret 900, qui est le décret de la réforme agraire, où on expropriait à la United Fruit Company pas mal d'hectares. Mais la vérité, c'est que le décret, plus que l'expropriation des terres de la United Fruit Company, ce qui a mis le feu dans les camps des Nord-Américains a été le fait que le décret 900 permettait aux paysans guatémaltèques de dénoncer les terres qui n'étaient pas cultivées. Et alors, au moment de l'annonciation, les juges qui travaillaient les questions agricoles pouvaient permettre aux paysans de devenir les propriétaires de ces terres. El analfabetismo que hay en el campo, de que nosotros los indígenas, los campesinos, que no podemos estudiar, también en la ciudad. Los niños desde la edad de 6 a 8 años empiezan a lustrar zapatos, empiezan a cuidar los carros en el centro, empiezan también a ir de casa en casa recogiendo basuras. Entre 1944 et 1954, il y a eu 200 000 paysans organisés dans des ligues de paysans et 100 000 artisans et ouvriers. Cuando cumplí los 20 años, empecé poco a poco a organizar al pueblo. Actuellement au Guatemala, il n'y a que 27 000 personnes syndicalisées. La forma de organizarlo fue a través de la Sagrada Escritura, lo que se conoce con el nombre de la Biblia. Porque yo soy católico y estuve como dirigente de la acción católica de mi comunidad. Compré una Biblia para estudiar qué era lo que dice adentro de la Biblia, qué era lo que nos exige como cristianos.
Y así fue. Fui entendiendo que también la Biblia nos exigió a que denunciáramos las injusticias, a que hiciéramos algo por el hermano que está sufriendo. À Armes, vous le savez parfaitement, c'est Castillo Armas qui a pris le pouvoir en 1954. Il a duré jusqu'à 1957. Entonces, este primer planteamiento de la organización, del comité, es el derecho a la vida. Después, el otro punto, está el derecho a la tierra. Castillo Armas signifie pour le Guatemala l'intromission brutale des États-Unis en pleine guerre froide, le retour au gouvernement militaire. La discriminación la hemos vivido durante muchos tiempos. Y la vivimos en todos los lugares. En los mercados, en la iglesia, en los juzgados, en la camioneta. En todas partes la hemos venido sufriendo. Il représente aussi le fait que toutes les richesses du Guatemala ont été données aux États-Unis, en commençant par les codes du pétrole qui permettaient aux Nord-Américains de s'approprier de la richesse pétrolière du pays. A été la persécution politique, les syndicats ont été interdits. Empezaron los campesinos a organizarse para defender su tierra. La respuesta del gobierno es secuestrarlos y asesinarlos, a muchos de ellos desaparecerlos. O otros los aparecían como enfrentamiento armado entre el ejército y la guerrilla. Il a été évincé par un coup d'État en 1963 et ça a permis la constitution d'un pouvoir strictement militaire au Guatemala qui a gouverné le pays entre 1963 et 1966. Mais cette expérience est très importante pour les militaires parce que du président, en passant pour tous les ministres et pour tous les chefs des cabinets et tous les chefs des différentes institutions autonomes, ont été des militaires. Así ha venido la lucha de nuestro pueblo y también así los golpes que hemos recibido. A muchos de nuestros compañeros, fundadores de la organización, han sido asesinados. A muchos de nuestros familiares han sido asesinados. Ils ont décrété la professionnalisation de l'état-major de l'armée, ils ont constitué l'école des études supérieures de l'armée et ont mis le pays dans une optique de guerre contre-insurrectionnelle. Principalmente la familia de mi esposa fueron asesinados en 1980, el 14 de octubre. Fueron asesinados porque el gobierno me estaba buscando a mí para matarme. Y al no encontrarme, mejor prefirieron asesinar a toda la familia. Quoi qu'il dise, Manuel José Arce, le créole, peut parfois être le métis, une moitié sans doute, mais l'indien jamais, avec le grand maître de la littérature hispano-américaine, Miguel Ángel Asturias, qui a écrit 2 des plus beaux livres indiens, Légende du Guatemala et Homme de maïs en exil. Et toi, Miguel Ángel Asturias, qui es-tu? Un créole? Un métis? Un indien? C'est toi l'interprète. C'est toi le grand traducteur de la pensée indienne. C'est à travers toi que j'ai commencé à connaître à fond mon propre pays et mon peuple. Miguel Ángel Asturias, dont Arce a fait la version théâtrale d'un autre de ses romans, Torotumbo, monté au Festival de Nancy et à l'Épée de Bois à Paris. Miguel Ángel Asturias, comme toute l'indianité et à sa suite le Guatemala, tient en un seul nom, Tekun Numan. Du haut des tours vertes, guerriers tatoués de verts tatouages, tempête sèche des grands tambours. Cuir de grands tambours frappés par le cuir. Cuir dedans, cuir au milieu, Cuir au dehors. Cuir de grands tambours frappés par le cuir. boum, boum, boum. En 3100 avant notre ère, il y avait les Mayas. Lorsque 4600 ans après, les conquérants les envahirent, il n'y avait pas simplement devant eux des peuplades pacifiques et superbement habillées, mais 2 calendriers, s'imbriquant l'un dans l'autre, pour le temps civil et religieux, de 365 jours, des mathématiciens qui avaient inventé le zéro avant eux, des laboratoires astronomiques
qui pouvait donner la durée de la révolution de Vénus, 584 jours, alors que les calculs d'aujourd'hui, avec l'outillage le plus moderne, donnent 583-92. Des architectes, inventeurs de la pyramide à escalier et de la voûte à encorbellement, des sculpteurs, auteurs sur pierre d'un des plus beaux livres de l'humanité. Une littérature civile et religieuse, comme les calendriers, qui hélas ne devaient pas échapper aux autodafés. Une médecine des plus avancées, uniquement à base de plantes. Un réseau d'irrigation de 28 000 km². La traduction donnée par la soldatesque est restée exemplaire. Ce sont des barbares incultes, inhumains, qui refusent la domination. Tous sont nés pour être esclaves, avec l'esprit le plus vil et le plus bas que nulle nation n'ait jamais possédé. Résultat obligatoire, le massacre. Plus de 5 siècles après, rien n'a changé, c'est encore le massacre. Si noblesse il y a chez Arcé, c'est pour dégainer ses mots, ses paroles contre ce massacre. À défaut d'entrer dans leur sensibilité, leur façon d'être, leur peau, Arcé les retrouve dans la lutte. Sa grande poésie, c'est sa façon de discuter avec ceux qui sont tombés. Ainsi est né le correspondant d'une certaine guerre la plus longue, Manuel José Arcé. Les téléphones sonnaient constamment, sonnaient jour et nuit. Chaque fois, c'était des nouvelles de Paris, de Mexique, qui me racontaient la mort, l'assassinat de mes amis. 64 professeurs universitaires ont été assassinés par le gouvernement pendant l'année 1980. Et j'ai reçu toutes ces nouvelles là à Mirabeau. Le petit village, pour moi, devenait sombre, amer. J'étais toute seule, avec mon chien et avec l'envie de lutter, de faire quelque chose. Le 13 janvier de 1971, un grand ami à moi, Juan Luis Molina, avait été séquestré. Et avec lui aussi Tinito, qui était le leader du MR 13 novembre à cette époque-là. Ils avaient été piégés dans un restaurant de la ville de Guatemala qui s'appelle l'Alcázar. On n'a jamais retrouvé leur corps, ¿no? El año pasado también mi hermana la mayor fue asesinada por el ejército junto con su esposo. Lo que sabemos que ellos estaban preparando su comida en la casa. La cena, cuando el ejército ocupó la casa, los ametralló a los dos. De esto fue dado como parte de guerra del ejército de Guatemala, de decir que tuvo un enfrentamiento armado en nuestra aldea y que mató a 2 guerrilleros. Lorsqu'on est venu chercher ma sœur et qu'on l'a retrouvée en morceaux sur la route d'Escuintla. À l'addition, il manquait un bras. Le cas de la mort de Rogelia a fait un choc. D'abord, la façon dont on l'a tuée. Elle était enceinte. On l'a vraiment morcelée. Un autre effet, c'est montrer à la face du monde la participation de la femme dans la lutte du début de la lutte révolutionnaire guatémaltèque. Et à ça s'est ajouté le fait qu'elle était la compagne de Nayito Castillo Johnson, un des grands leaders de la lutte urbaine guatémaltèque, et que la mort de Rogelia l'a rendu, on peut dire, fou. Bon. Et il a commencé à faire des actions suicides jusqu'au moment où, quelques mois après, il est mort dans un combat. Elle a été mon élève à Guatemala, à l'école normale, et j'ai appris ici sa mort. Alors j'écris ici une des pièces qui me touche, dont je me dis plus profondément, Délit, condamnation, exécution d'une poule, dédiée à la mort de Rogelia Cruz.
comble! Ces maudits fermiers nous obligent à travailler sans cesse. Et maintenant, ils détruisent les œufs. Vous avez vu? De tous les œufs que nous pondons, c'est à peine s'ils en prennent une douzaine. Et les autres, ils les jettent en revue. C'est pas si grave. Regardez comme il est bon maintenant. Il nous a fait placer l'électricité. Un grillage pour vous protéger de l'épervier. Il nettoie le poulailler. Et vous ne pouvez pas vous plaindre de manquer de nourriture. La nourriture? Parlons-en. Du tout aliment qui nous remplène sans cesse, sans que nous puissions nous arrêter de pondre. Contre tant d'avantages, il faut bien perdre quelque chose. Ça suffit! Ça peut pas continuer ainsi. Il faut faire quelque chose. On propose qu'on se mette... J'ai faim! C'est exactement ce que nous devons faire toutes. Tous, nous mangerons tous les œufs, jusqu'à ce qu'ils cèdent et nous donnent une meilleure alimentation. Poule qui picote un œuf, de t'avoir bec brûlé. Toi, tu t'es trompé dans ton proverbe la dernière fois. Poule picote un œuf, même si on lui brûle le bec. Voilà ce qu'il fallait dire. Je ne pense pas à ce châtiment-là. Ces animaux sont très obstinés. À quel châtiment alors? Tuer une poule, sous la forme d'un jugement public, avec juge, partie civile, juré et bourreau. Il ne te manque que l'avocat de la défense? L'avocat de la défense, à quoi bon? Ce qu'il faut, c'est que les autres voient bien comment et pourquoi nous la tuons. Mon rôle est de demander que la société se défasse de ce cancer pourri qui la corrompt, qu'elle fasse valoir le sacro-saint principe d'autorité et qu'elle coupe de son corps multiple le membre blessé et contaminateur, le fruit pourri qui pourrit tous les autres. Je ne demande pas, j'exige la mort de la délinquante. Au vu du verdict unanime, la coupable est condamnée à être tuée et que Dieu ait pitié de son âme. À méditer pour l'armée du 4e soleil. La nuit où il devait être juge, le Quetzal tomba dans la tentation de l'immortalité. Il comprit alors l'ultime vérité du lieu deux, où tout est deux, pour pouvoir n'être qu'un et se savoir deux. Celle qui porte la robe d'étoile, celui qui fait briller les choses, celle qui est vêtue de noir, celui qui est vêtu de rouge, celle qui maintient debout la terre, celui qui la couvre de coton. C'est vers cet endroit du ciel qu'il adressa ses paroles. Il s'agissait du lieu de la dualité dont les 9 étages constituent le ciel. Il apprit qu'au-dedans de lui palpitent des univers entiers qui, dans les ténèbres, se transforment en lumière. Le centre précis de l'univers, c'est l'endroit où l'on vit, où l'on meurt aussi. C'est important que Manuel Rosset parle. Oui. Écoute, Manuel, il faut que tu viennes avec nous. Que faisons-nous dans cette pièce, sinon reprendre la lutte de ton aïeul qui voulait délivrer le Guatemala de la tutelle espagnole? Tu es créole, Manuel. Ton sang veut que tu rejoignes notre camp. C'est pas le visage, c'est pas la peau, c'est pas la barbe. Tu es un traître, Manuel. Comme moi, tu as trahi tes origines. Comme moi. Dans cette pièce, je suis ton double inversé. Toujours pareil, vieux coq. Traître à qui? Manuel, tu dis que nous sommes ton peuple. Tu dis que c'est avec nous que tu veux venir. Mais que veux-tu que l'on fasse d'un poète? D'un écrivain qui a pour seule arme les syllabes de ses mots. À quoi sert un poète? À quoi sert ce poète-là qui a écrit le Radinal Hachi?
pasó el ejército. L'armée est passée, et du village qui jusqu'alors était une attraction touristique sur les cartes postales coloriées, il ne reste ni pierre sur pierre, ni quelqu'un pour le raconter. Il y a les cadavres de femmes enceintes, avec le fœtus qui apparaît par la blessure du ventre. Il y a des enfants de 5 ans et moins, pendus par les tripes aux branches des arbres. Les anciens du village, toujours vénérables, occupent décapité la place de l'église. Il ne reste personne pour le raconter, pas même les aboiements de chiens. Y la prensa, la radio y la televisión repetían hoy lunes el sermón del domingo del señor presidente, general y pastor evangelista, que empezaba diciendo: Dios es amor, hermanos. Tu peux l'appeler Général Arana Ostorio, Général Lucas, Général Auguerud, tu peux l'appeler Général Rios Montt, c'est toujours le même. Général! Peu importe lequel, le résultat est toujours le même. Et c'est toujours la même chose. Pour être général, comme vous, général. Il faut avoir été nommé général. Y para ser nombrado general como usted, general, se necesita lo que a usted no le falta, general. Usted merece bien ser general. Llena los requisitos, general. Ha bombardeado aldeas miserables, ha torturado niños, ha cortado los pechos de las madres rebosantes de leche, ha arrancado testículos y lenguas, uñas y labios y ojos y alaridos. Ha vendido mi patria, el sudor de mi pueblo y la sangre de todos. Ha robado, ha mentido, ha saqueado, ha vivido así, de esta manera, general. General, no importa cuál, para ser general, como usted, general, hay una condición fundamental: ser un hijo de puta, general. Non, ce n'est pas lui. Sí, sí, es él. Non, ce n'est pas lui. Cette chose-là, ça ne peut pas être lui. Mira la cicatriz de la vacuna. Non, ce n'est pas lui. Mira la corona en la muela que le puso Miguel hace 6 meses. Non, ce n'est pas lui. Yo pienso que sí es él, que esta vez sí es él. Non, ce n'est pas lui. Comment pourrait-ce être lui? Il n'a pas Dieu. Comment pourrait-ce être lui? Il n'a pas de main de travailleur. Comment pourrait-ce être lui? On lui a coupé ses graines d'âme. Comment pourrait-ce être lui sans sa guitare, sans sa chanson, sans ses sourcils froncés face au péril, sans son beau sourire dans le labeur, sans sa voix qui énonce sa pensée, sans sa stupide manie de m'offrir toujours des fleurs? Non, ce n'est pas lui. Je te dis que ce n'est pas lui. Je ne veux pas que ce soit lui. Un autre correspondant de cette guerre, Luis Cardosa. Dans mon pays d'Indiens, tuer un Indien, ce n'est pas tuer un homme. Exutoire qui permet de l'injurier sans désespoir scrupuleux, amoureusement, avec une impassible douceur. L'injustice engendre la violence. Sa réalité n'est pas mon imaginaire. Ni l'imaginaire, ni le réel du Sélénite sont miens. Quelle nostalgie quand j'y habitais. Paroles en puberté, sans liberté. Ma flamme, faites-la devenir papillon pour la brûler. Comme si cela était possible. Habiller les guenilles de l'âme d'un squelettique corps nu. Nébuleuse à califourchon sur un colibri, ôter tout espace plaintif à la nostalgie. Terre cruelle, terre de cendres et pleurs, en toi je trouve mon salut.
en moi, tu vis. Nationalisme. Le monde s'est rabougri sans que nous ayons grandi. Ainsi commence le chemin de croix de Manuel José Arce. La seule chose qui pouvait m'empêcher de la folie, pouvait me sauver de la folie, c'était une sorte de permanence au Guatemala. Alors, je commençais à marcher par-ci, par-là, dans tous les petits villages de Vaucluse, de la région, les jours de marché, pour parler du Guatemala, pour parler avec tout le monde. Ah, encore un musicien, c'est tout l'orchestre qui est là. C'est l'Indien qui charge. Tu peux le mettre là où tu veux. Pas devant. Ah, regarde la petite Indienne. Nul n'est prophète en son pays, mais que peuvent dire les correspondants des guerres du fond de l'homme dans les pays des autres? Et c'est pour ça qu'ils se révoltent, parce qu'ils gagnent presque rien pour manger. Et alors, quand ils se révoltent, il vient les Américains, il vient le gouvernement, ils bombardent les villages. C'est pas possible, ça, non? Grâce à la parole, les hommes ont pu inventer le dialogue de sourds. L'un n'est préoccupé que de placer la révolution nicaraguayenne comme prélude à la libération de toute l'Amérique centrale. L'autre ne parle que de coopératives laitières. On ne peut pas se résigner à ne pas lutter. De toute façon, on est obligé. Quand on est contraint, on est obligé de lutter. Ça, on n'a pas le choix. Oh, on a le choix. Non. Bien sûr. Mais non. Vous savez qu'en Nicaragua, 3 fois, on a chassé les Américains. Moi, je la vois comme ça. Et au niveau du secteur coopératif, au niveau français, ça s'est passé comme ça. Pourquoi Yoplait fait de la réclame maintenant? Pourquoi l'agriculteur est là-haut, à la télé? Pourquoi? Parce qu'ils ont été dans la merde, ils n'ont pas pu commercialiser une denrée périssable. Sur les bancs, l'attente muette de tout un peuple continue. Et comment ne continuerait-elle pas? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ça, c'est l'artisanat qui font les Indiens au Guatemala. Regardez. Rien du tout. Hein? Vous êtes quoi, vous, personnellement? Moi, je suis guatémaltèque. Comment? Guatémaltèque. Oui. Vous êtes réfugié en France? Je suis venu en France, me réfugié parce que là-bas, vous voyez. C'est des conneries, ça. Hein? On entretient une psychose dans la vie maintenant des gens qui est épouvantable. Ouais. Honneur au travail, c'est la seule chose qu'on ne dit pas, monsieur. Honneur au travail. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Honneur à ne rien foutre et avoir beaucoup d'argent en France. Voilà la merde. Enregistré. Est-ce que vous avez votre carte de Guatémaltais là? Oui. Montrez-la moi, monsieur. Je veux bien vous croire. Moi, je crois tout ce qu'on me dit, moi, dans la vie. Oui, vous le croyez. Même les conneries. Ah, bon. Mais il y a assez de Français malheureux. On s'occupe que des étrangers en France. Maintenant, on ferait mieux de s'occuper des Français qui sont dans la merde. Les types de la Seine, les ouvriers qui fabriquent des bateaux, monsieur, à la Seine, ils vont bientôt plus rien avoir à foutre. Qu'est-ce qu'on en fera, monsieur? Qui c'est qui va payer la note? Qui c'est qui va la payer, la note? Même notre gouvernement socialiste, hein, il voudrait qu'on fabrique des bateaux en France et de les fabriquer en Yougoslavie. Que chacun s'occupe bien de ce choix. Et je crois que pour les Français, ce qu'il faudrait faire, monsieur, c'est d'aider les gens qui sont à l'extérieur à travailler chez eux, à être heureux chez eux, et non pas à les faire vivre de la mendicité en France. Je ne fais pas la mendicité. Mais c'est pas vous, monsieur. Je ne vends rien, monsieur. Mais je ne vous parle pas je à ne vous. vends rien. Je parle de la politique générale. Je parle de la politique générale. On devrait, parce que si nous étions déportés... Je ne vends rien, monsieur. Mais je demande la connaissance de ce qui se passe dans le monde. Monsieur... Quand vous savez, les nazis, ici,
Chez moi, on défendait la cause française. Les nazis, maintenant, nous avons monsieur, le fascisme pendant la au Guatemala en train de massacrer Monsieur, notre population. j'ai combattu le fascisme. Et j'ai le droit de demander J'ai combattu. lacune. J'étais soldat pendant la guerre. J'ai combattu le fascisme, monsieur. J'étais en prison. Et vous le regrettez peut-être? Oui, je sais ce que c'est. Mieux que vous, peut-être. Et j'étais dans la résistance, monsieur. Et j'étais dans l'armée secrète. Vous le verrez maintenant. Vous le verrez encore. Vous ne le verrez plus. Voilà. Oh, il se répond. Pourquoi? Il faut aider, monsieur, les étrangers, à vivre heureux chez eux, monsieur, à s'installer chez eux. C'est le plus grand service qu'on peut leur rendre, monsieur. Parce que les gens qui sont déportés, monsieur, ils sont jamais heureux, monsieur. On est heureux que quand on est chez soi dans son pays, monsieur. Oui. Il ne faut pas déraciner les étrangers. Mais non. C'est le tort de la politique française actuelle. Mais non, je pense revenir dans mon pays. Je me déracine pas. Voilà, je porte mes racines avec moi. Mais vous avez raison, mais j'en ferai autant. Je ne lâche pas mes racines. Mes chers amis, j'en serais autant si je faisais à votre place. Puisqu'ici, il y a la merde dans votre pays, ben vous avez peut-être raison de le faire. Allez. Allez, monsieur. Allez, bonne chance. Merci à votre accueil. Qu'est-ce que c'est que d'être poète? Demandent les santons indiens. Je me posais et je me pose constamment ces questions. À quoi sert un poète? Chaque fois, je trouve une réponse différente. Peut-être pour me justifier moi-même. Mais dis-le-toi, Otto René, à quoi tu sers? Otto René Castillo, le poète venu de l'exil. Malgré ses lunettes trop grandes, engagé dans le maquis guatémaltèque. Mes compagnons, j'ai rempli mon rôle, luttant avec ce que j'ai de mieux. Quelle tristesse d'avoir une vie si courte, pour une tragédie si grande, et pour un tel travail. Je ne suis pas triste de vous laisser. Mes espoirs demeurent avec vous, mais j'aurais aimé arriver au bout avec vous, au milieu d'une joie tant haute, je l'imagine, et je ne voudrais pas m'en aller. Mais je sais, obscurément me le dit la voix timide du sang, que bientôt je serai veuf du monde. Prise avec sa compagne et torturée à mort par les militaires de la guerre qui ne connaît pas de fin. Lisona est resté avec lui. Il devait bloquer l'armée qui les encerclait pendant que les compagnons tentaient de franchir les lignes. Ils ont réussi. Aux premières lueurs de l'aube, Lisona et Otto René ont été pris. Ils ont attaché Lisona à un arbre. Elle a été violée par tous les soldats. À la fin, on l'a brûlée vivante. Lui, on ne sait pas comment il est mort. Mais on a entendu ses cris que le vent portait jusqu'à 2 kilomètres de là. Et le lendemain matin, au pied de la croix, on n'a trouvé qu'un petit tas de chair cramée. C'était son retour à la douleur de tous. Otto René Castillo, hermano, tu cabeza, la incendiaria rosa del pensamiento entre las rocas. Aquí comienzas o aquí desembocas. No responde tu muerte necesaria, pero en tu voz agreste y proletaria estás activo, atacas y provocas y gritas y organizas y convocas hecho substancia multitudinaria. Vámonos, patria, a caminar, dijiste, y echaste a caminar bajo la tierra, y patria clandestina te volviste. Te libera la muerte, no te encierra, y libre estás porque la vida existe, canción, fusil, soldado de esta guerra. À vous du dernier soleil, un passeur des paroles de l'homme, c'est quoi? Le destin de cette guerre est-il entre ses mains?
Pour ceux du 5e soleil, le correspondant de guerre cherche la réponse. Nous répétons, le correspondant de guerre cherche la réponse.